Bienvenue dans Ciné, Matos et Graphique. Donc c'est ma première émission que j'ai créée par rapport au cinéma. Donc comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai marqué donc on va analyser ensemble le cinéma d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est-à-dire qu'on va faire des analyses dans un premier temps par rapport aux films qui sortent cette semaine au cinéma. Donc les différents films qui sortent, voilà. Ensuite, en plus de ça, pour combler un petit peu cette analyse, je fais une analyse très succincte, donc de la même manière que les autres films, de un film qui sort d'une plateforme de streaming. Donc Netflix, Amazon, étant donné que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, les films sont de plus en plus qualitatifs, comme on a pu le voir récemment avec les films notamment de Scorsese. Les films sont de plus en plus qualitatifs sur les plateformes, donc c'est selon moi quelque chose qui est essentiel à traiter. Mais ça ne mérite pas une rubrique complète. On va commencer assez rapidement par les films de la semaine. Donc les sorties de la semaine. Voyons quels films vont sortir aujourd'hui. Donc on commence tout simplement avec La Proie du Nombre. Donc c'est l'histoire d'une femme qui retourne dans la maison de son mari qui est décédé. Malheureusement, elle est obligée de faire face à ce qui se passe dans cette maison-là, donc la présence de son mari défunt, etc., etc. Donc comment se lancer par rapport à un deuil, bien évidemment. Ce qui fait de ce film un film intéressant, c'est ce qui se passe autour. Contre l'avis de ses amis, l'actrice principale nommée Bess commence à fouiller dans la vie de son mari et elle va découvrir des choses qui ne sont pas ce qu'elle aurait espéré. Mon avis, je pense que c'est un film qui est une éventualité, dans le sens où c'est un film qu'on peut certainement aller regarder au cinéma, qui sera plus qu'intéressant. En plus de ça, ils font énormément de pubs par rapport à ce film, donc c'est un semi-blockbuster selon moi. C'est pas un vrai blockbuster parce que c'est pas un film qui a des millions et des millions, mais il y a une très grosse prod derrière, on peut le voir notamment dans les infos du film. En plus de ça, je pense que l'histoire, le contexte, s'il est bien amené, peut être complètement intéressant. Ensuite, on passe à L'Origine du Monde. Donc c'est l'histoire de l'acteur, donc c'est l'acteur qu'on voit à gauche sur la pochette, qui se réveille un jour et ne sent plus son cœur battre. Donc par rapport à cette histoire-là, tout se passe autour de ça, donc ses inquiétudes, ses doutes. Sa femme que l'on voit au milieu de l'affiche, jouée par Hélène Vincent, essaye tant bien que mal de trouver une explication. Il se rapproche d'un vétérinaire, il se rapproche d'une espèce de sorcière vaudou pour avoir des informations supplémentaires. Selon moi, c'est un film qui pourrait surprendre. Mais c'est un film français, je suis en général pas trop intéressé par les films français, même si en l'occurrence ça pourrait être intéressant dans le sens où si l'action est bien amenée avec ce film-là, dans le déroulement, dans la logique du film, je pense que ça pourrait être un film très intéressant. Ensuite, on attaque avec La Colonie. La Colonie prend place dans un avenir proche. Après une catastrophe mondiale, la vie n'est plus possible sur Terre et nous retrouvons alors notre personnage principal qui doit revenir sur Terre et va découvrir des humains spéciaux. Selon moi, c'est ce film-là la caricature du blockbuster. Selon moi, il peut être incroyable comme il peut être tout l'inverse. Dans le sens où si ils arrivent à développer une histoire cohérente et un visuel plus que beau, parce que par rapport à l'affiche, ça donne l'impression que c'est plutôt un beau film avec un visuel très travaillé, des plans de caméra certainement très beaux, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que ça va être un film important de cette période. Alors ensuite, pour y gâter, moi personnellement, je vais donner mon avis. Je suis pas chaud de fou. Hein. Donc pour y gâter, c'est l'histoire de trois enfants, donc les trois enfants de Gérard Jugnot, incarnant de Francis Bartek. Cette personne-ci est un riche homme d'affaires qui, malheureusement, a des enfants qui sont fainéants, qui n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Et donc, pour leur donner un coup de boost, Gérard Jugnot va donc alors penser au stratagème de faire croire que toute sa richesse s'est en allée et donc force ainsi ses enfants à travailler. Personnellement, comme je l'ai dit, je suis pas du tout intéressé, c'est pas du tout mon style de film, c'est pas du tout le genre de film que je regarderais. Après, ça plaît à un public, si ça sort, c'est que ça plaît, donc je pense que ça peut être marrant et d'avoir des situations certainement loufoques, un petit peu drôles, comme ça faire les Français. Malheureusement, je ne suis pas du tout le public pour ce genre de film. On passe ensuite au Genou d'Aed. Donc Y, un cinéaste israélien, se retrouve à rencontrer une dame dont il tombe fou amoureux assez rapidement. Mêlé à cet amour-là, il ressent alors une envie de se battre contre deux combats qui lui tiennent à cœur. Le premier étant donc la mort de sa mère et le deuxième, la mort des libertés dans son pays. Donc ces deux problèmes-ci sont au centre de l'intrigue de ce film, mais l'amour y est également bien présent. Comme vous pouvez le voir, c'est un film qui a été en sélection officielle du Festival de Cannes, donc en général, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est forcément un film qui va être intéressant, en tout cas, au moins au développement des personnages. Même si le visuel, en général, des films nominés est un petit peu spécial, c'est en général un bon moment à passer, car c'est quand même des films qui sont très bien réalisés. C'est des films d'auteurs, c'est des gens qui ont une vraie vision scénaristique, une vraie vision
vision d'artiste. Donc ça se ressent vraiment dans ces films-là. Et je pense que ça pourrait être très bien. Ensuite, on passe à Jamie. Donc Jamie, c'est l'histoire donc de Jamie, qui a 16 ans, et un jeune qui se ressent plus comme étant un drag queen. Non pas qu'il veut être une femme, parce que ça n'a rien à voir. Il veut être un drag queen. Donc il veut se représenter sous son meilleur jour et s'accepter. Pendant ce film-là, il devra lutter donc contre les moqueries, les mouvements déplacés, etc. des personnes qui l'entourent. Et bien heureusement, il est bien accompagné de sa mère et de ses amis pour lancer tout ce processus-ci. Selon moi, c'est vraiment pas mon genre. C'est le genre de film qui malheureusement ne va... Encore une fois, je sais pas forcément mon public, mais je suis quand même un peu plus intéressé par ce film-là que par exemple le film avec Gérard Jugnot. Après, je dis pas que je n'irai pas le voir, je dis pas qu'il faut pas aller le voir parce que je pense que c'est quelque chose d'important en ce moment, mais je pense pas que je sois le public cible pour ce genre de film. On passe à Schumacher. Donc Schumacher, c'est un documentaire de Netflix sur la vie de Michael Schumacher, bien évidemment. Ce documentaire-là retrace toute sa vie de A à Z, donc tout ce qui a fait que Schumacher soit la personne qu'il est maintenant. Toute sa vie, toutes ses illusions, ses désillusions également, mais pas forcément son parcours seulement professionnel avec la F1, tous ses parcours autour, ses parcours en simultané, comment est-ce qu'il s'est développé, comment est-il devenu celui qu'il était. C'est un film documentaire, mais c'est quand même tourné comme un film. Ça a l'air vraiment très intéressant, ça sort aujourd'hui sur Netflix, et je pense que si on aime la F1 ou le sport en général, Michael Schumacher, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut suivre, et le documentaire Schumacher, c'est vraiment un documentaire qu'il faut voir. Maintenant, chapitre 2, le focus des sorties. Le focus des sorties, du coup, ça va être se concentrer sur un des films qui sort cette semaine-ci. Je n'ai pas parlé du film, c'est pour vous présenter plus en détail, pour donner une petite surprise, mais on s'en doute de quel film ça va être. C'est l'un des films les plus attendus de l'année jusqu'à maintenant. Un des films qui reprend beaucoup de choses, beaucoup de folklore déjà créé. Un des films qui a été très compliqué à regarder de base, à créer de base. Et ce film, c'est donc Dune. Donc Dune de Denis Villeneuve. Ce film-ci, du coup, n'est pas la suite directe du premier film sorti en 1984. C'est un film indépendant qui prend une autre partie de Dune, donc en l'occurrence le premier livre, le premier film de Frank Herbert, pardon. Mais avant de vous présenter le film, nous allons faire la présentation du livre de Frank Herbert. Donc ce livre aussi, pourquoi il faut le lire, raconte l'histoire donc d'un personnage qui s'appelle Leto Atreides, et ce personnage-ci rapporte donc plusieurs thématiques. Il s'avance de base dans la conquête spatiale, et il est sélectionné pour avoir un fief qui s'appelle Dune, du coup. Une planète aride qui abrite les épices. Les épices ne sont pas comme nous, c'est pas du safran. C'est une épice de longue vie, c'est une épice qui permet donc de vivre plus longtemps. Cette épice-ci est forcément convoitée, mais étant donné que c'est une richesse qui est achetée à tout prix dans tout l'Empire spatial. Et pour faire ça, du coup, l'épice, donc l'épice de longue vie qui permet de vivre plus longtemps. Par rapport à ça, donc, notre personnage principal, Leto Atreides, va donc aller à la rencontre des sauvages, de ceux qui habitent déjà sur Dune, qui ont appris à survivre sur cette planète aride, hostile, tout ce que vous voulez, et il va devoir créer une alliance. Par contre, à côté, on a toujours donc les grands politiques qui manœuvrent en dehors de Dune, donc dans les pays, dans les planètes adjacentes, pour contrer ce problème-ci et avoir accès à l'épice en créant un humain parfait, un humain qui va pouvoir relancer toute leur machine de vision globale, dans le sens où ils veulent reconstruire un homme parfait. Ok, donc Dune le livre, donc là je voulais présenter de manière succincte parce que c'est un livre qui fait plus de 400 pages unité, et il y a 6 tomes, donc il y a 6 tomes de base. Donc dans ces films-là, on peut vraiment pas aller plus loin dans les détails que ça, c'est vraiment le synopsis de base, c'est ce qui va tout lancer. Pourquoi lire ce livre? Donc c'est le support littéraire, étant ce qu'il est, il permet d'avoir accès à un approfondissement de l'univers, dans le sens où on peut vraiment aller dans les détails par rapport à ce livre-là, on peut vraiment aller au bout des choses que un support numérique, donc comme un film, ne pourrait pas faire. En plus de ça, c'est le tout premier support, c'est le tout premier livre, c'est le premier univers créé par Frank Herbert, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant et surtout intéressé. Ce livre-là, selon les différents avis que j'ai pu voir, il est considéré
car l'un des livres le plus complet, c'est vraiment un univers vraiment complet, comme je vous l'ai dit. Il est énorme, il y a 6 tomes, il y a des univers parallèles qui sont écrits par différentes personnes, qui sont suivis par les enfants de Frank Herbert, qui sont suivis par des éditeurs annexes, etc., etc. L'analyse externe, j'ai retrouvé pour vous une vidéo expliquant vraiment tout l'univers de ce premier livre. J'ai toute la vidéo entière sur ce diaporama, on va pas la regarder parce que ça va durer très longtemps, mais en gros, toutes les informations, si vous voulez en apprendre plus sur ce livre-là, sont dans cette vidéo de JP Despotes qui explique vraiment absolument tout sur le livre, tout le folklore. Ensuite, nous passons au film de David Lynch et la première adaptation réussie de ce que devrait être Dune. Donc ça raconte l'histoire de la saga du guerrier intergalactique Paul Atreides. Son nom est super dur. Donc Paul Atreides, c'est le fils de notre premier personnage. Et donc il doit se battre contre tous ceux qui veulent encore une fois récupérer l'épice sur Dune. Ce film-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait le voir? Donc c'est la première adaptation à l'écran du livre. Ambition et amour du cinéma se ressentent à l'écran dans le sens où le réalisateur David Lynch est vraiment un fou du cinéma, est vraiment un fou des plans, de tout ce qui est création de films. Donc on le ressent vraiment dans ce film-là qu'il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. En plus de ça, c'est la première interprétation achevée de ce que Frank Herbert voulait transmettre. Pour vous expliquer, le premier film Dune a été un film très compliqué à réaliser car il y a eu 3 différents réalisateurs sur ce film-là, notamment Ridley Scott, celui qui a réalisé les films Alien notamment ou Gladiator. Il y a eu donc ce réalisateur-ci qui a totalement lâché après plusieurs mois de préparation car la pré-production du film était horrible. Donc il y a eu ça, il y a eu d'autres réalisateurs un peu moins connus qui ont voulu reprendre le flambeau sans y arriver et finalement on s'est retrouvé avec David Lynch qui a mené le projet à bien avec un œil total de A à Z sur son projet à lui. Par rapport à l'analyse externe, le fausseur de film a fait une vidéo complète sur le film Dune qui est incroyable. Elle apprend vraiment beaucoup de choses par rapport à ce film-là, tout le folklore, toute la dureté de réalisation du film, notamment les informations que je vous ai données par rapport au film Dune, je les sors principalement de cette vidéo-là. J'ai fait d'autres recherches, mais ça sort pratiquement tout. Oh Donc principalement toutes les informations je les sors de cette vidéo là, mais après je les sors de différentes recherches que j'ai faites sur internet par rapport au film et la réalisation. Maintenant on passe au film de Denis Villeneuve. Le film de Denis Villeneuve prend place en l'an 10191, donc encore une fois la plus importante des substances c'est les épices, toujours le même problème, c'est un dérivé complet du livre, donc le premier tome. Tout se passe à peu de choses près pareilles, donc les Fremens, etc. Donc tout ça, c'est le même postulat que le premier livre. Tout se développe par rapport à ça. En plus de ça, on peut y retrouver des acteurs incroyables. On a Jason Momoa, on a l'acteur principal Timothée Chalamet, que je ne connais pas, donc il est pas incroyable. Mais il y a beaucoup d'acteurs incroyables dans ce film-là. Et je pense qu'il peut vraiment il va devenir clairement le film de l'année. C'est vraiment le film qui est un des plus attendus. Encore une fois, il a été compliqué à mettre en place. Bon, maintenant, avec tous les moyens, c'était quand même plus simple, mais ça a quand même été une galère scénaristique et organisationnelle à mettre en place ce film-ci, car ça demande des moyens colossaux pour mettre un projet comme celui-là en place. Entre trahison, tout vraiment, ça prend vraiment toutes les choses qui font d'une société ce qu'elle est, pour en faire quelque chose de tellement fou. C'est que l'univers de Dune est vraiment incroyable et vraiment complet. Donc, ils ont déjà le postulat de base, ils ont déjà toutes les informations, et même des cartes, etc., qui ont été créées pour ce film-là. Donc, tout est fait un peu à l'image du Seigneur des Anneaux, où les cartes du Mordor, etc., comment se déplacer, les cartes de la Terre du Milieu, tout ça sont faites. Là, c'est exactement pareil. L'univers de Dune est créé à 100%. Rien que les plans, bon là la qualité est pas folle parce que c'est sur pause. Vraiment le film a l'air incroyable. Tout ce qui est par rapport au film a l'air juste fou. Donc je pense que le film va vraiment être une masterclass et il va s'imposer comme l'un des films de l'année, si ce n'est pas le film de l'année. Pourquoi voir ce film-ci? Donc encore une fois, comme je vous le répète, casting 5 étoiles, il permet d'étendre encore plus l'univers de Dune. Même s'il est déjà étendu, il permet de mettre mainmise sur ce que devrait être l'univers de Dune. Parce que le premier film, je vous l'ai pas expliqué, mais je vous en parlais maintenant. Le premier film a été créé pas vraiment mais comme un court-métrage, dans le sens où il fait seulement 1h10 de base, enfin 1h12, mais à peu de choses près c'est ça. Il fait seulement une courte durée, et par rapport à ce film-ci, les monteurs, ce film-là de base était un court-métrage,
pas un court-métrage, c'est quand même un long-métrage, mais était limite en court-métrage. Et avec tous les plans que David Lynch avait fait, avec tout ce qu'il avait pu créer, il y avait tellement de rush, etc., que ils ont pu faire la post-production en créant un film totalement nouveau, en rajoutant de nouvelles scènes, de nouveaux plans, etc., etc. Ce qui fait que le film a été encore plus représenté d'une meilleure façon avec le temps, car il a été refait, si vous voulez. Malheureusement, ce qui pêche un petit peu par rapport à ce long métrage, donc ce long métrage refait de toutes pièces, c'est que les musiques étant appliquées au film pour le court métrage, le nouveau master du film, créé pas de toutes pièces, mais avec les différents rushs, malheureusement n'est pas aussi bien monté au niveau musical, car ils n'avaient pas les musiques faites exprès pour ça. Ce film sort aujourd'hui dans les salles obscures. En plus de ça, pourquoi aller le voir? Comme je vous l'ai déjà dit, il promet d'être l'un des meilleurs films 2021, si ce n'est encore une fois le meilleur film.